Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Peut-être que la part instinctive sur le recrutement était très prégnante, plus que peut-être des process ou certaines automatisations que tu peux connaître. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louise, bonjour Benoît, comment allez-vous ? Salut Alexis. Hello, et toi comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien. On est aux portes de l'été. Je pense que quand vous écoutez cet épisode, on est la rentrée, mais là, on a encore du soleil plein nos vies. Il fait encore un petit peu chaud, et on est en train d'enregistrer ce super épisode avec Louise et Benoît de Scalesia. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait l'épisode à trois, mais je pense que vous allez assez vite comprendre pourquoi. En tous les cas, Team Scalesia, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Et est-ce que je vous laisserai pas vous présenter ? Donc, il y a un de vous qui pitch Scalesia et puis après vous présenter ce que vous y faites respectivement. Bah parfait. Louise, je te décide qui a la main. Alors, je vais commencer par me présenter effectivement et puis commencer aussi par présenter un petit peu Scalesia. Donc Scalesia aujourd'hui, on a un petit peu plus de 2 ans. On approche même des 3 années d'exercice. Et donc, à l'origine de Scalesia, on trouve donc Benoît qui m'accompagne sur ce podcast aujourd'hui et puis Christian et Jules qui ont rejoint l'aventure aussi par la suite. Et donc, chez Scalesia, très simplement, on a une promesse qui est celle d'accompagner les entreprises et puis plus spécifiquement les entrepreneurs dans leur chemin vers la croissance. Et pour ce faire, on les accompagne selon une méthode qui effectivement nous est propre et qui est pour partie l'objet de notre présence sur ce podcast aujourd'hui, qui est une méthode très holistique, une approche très holistique de la croissance. Et également une méthode dans l'accompagnement, je dirais, pédagogique, qui est elle aussi toute particulière et qui est de faire avec le client et non pas pour lui, et qui se ressent aussi, je dirais, dans nos accompagnements en tout premier lieu, mais aussi en interne, dans nos façons d'aborder la culture de l'entreprise, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et en ce qui me concerne, moi j'ai rejoint Scalesia au mois d'octobre, après 3 années du coup dans une boîte du CAC 40, donc un petit peu éloignée de l'écosystème de la start-up. Et puis donc au début de l'été dernier, à peu près à cette même période, j'avais envie de découvrir et d'expérimenter autre chose. Donc en l'occurrence la start-up que j'associe un petit peu à un quotidien très challengeant et toujours dans l'itération et l'évolution, la croissance quoi finalement. Et puis c'est bien validé du coup depuis le mois d'octobre, et ça fera bientôt 1 an au moment où peut-être vous écouterez ce podcast que j'ai rejoint Scalesia. Et une année humaine, mais en termes d'apprentissage et de croissance, on peut récompter ça en année chat. C'est des années compte triple ça, ou plus. Ouais, c'est ça. Et Louise, là vous êtes combien chez Scalesia et vous étiez combien quand tu es arrivée ? Parce que c'est une info importante ça. Ouais, tout à fait. Alors, quand on est arrivé, quand je suis arrivée, je suis très dans le on. Quand je suis arrivée chez Scalesia, du coup, on était à peine 10 salariés, et maintenant on est 25, et on a toujours 4 postes en recrutement là d'ici à la fin de l'année. Voilà. Top. Benoît, tu vas emboîter le pas ? Ouais, parfait. D'ailleurs, dans mon souvenir, je crois que la toute première phrase que j'ai dite dans ce podcast ne voulait absolument rien dire. J'ai dit « je te décide qui a la main ». Ouais, c'est vrai, mais c'est parce que ça se lit de droite à gauche, donc à l'oral, c'est un peu chelou. Voilà, exactement. En fait, je m'exprime en alphabet cyrillique. Ça, faut le savoir. Je m'appelle Benoît, je suis cofondateur et CEO pour le moment de Scalesia. Donc moi, je m'occupe j'ai 3 grandes casquettes, en plus de celle que j'ai décidé d'enlever il y a quelques semaines, qui était un peu ma marque de fabrique. Tant mieux, les cheveux respirent. Mais en gros, je m'occupe de toute la partie contenu de notre côté, contenu interne, contenu externe, donc avec toute l'animation, en grande partie en tout cas du média Scalesia. Je m'occupe de la stratégie, donc tout ce qui va être constitutif
de ce qu'il faut faire pour atteindre nos objectifs, de la méthodologie Scalezia. Et un de mes rôles au quotidien va être d'identifier les bons problèmes, de les prioriser dans le bon ordre et de mettre les bonnes personnes sur le sujet pour les régler. Donc des personnes nécessairement plus affûtées que moi sur le sujet en question pour l'adresser. Et si je devais résumer de façon suffisamment succincte ce que j'apporte à Scalezia au quotidien, ce serait ça, quoi. Et tu fais bien de le pointer. Je pense qu'on va essayer de trouver une petite image qui correspond à ça. Mais où est passé l'homme à la casquette? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il a eu chaud. Oui, c'est vrai. Make sense. Il a eu chaud et puis il a eu envie de varier un petit peu les plaisirs. À la base, en fait, le truc, c'est que à la base, la casquette, c'était un cache-misère parce que pendant le Covid, pendant le confinement, il y avait... c'était compliqué d'avoir un coiffeur à l'époque. Hein. Et donc, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée pour les visios. C'est resté, c'est devenu ensuite une marque de fabrique et ainsi de suite. Et là, en fait, j'ai tout simplement pris la résolution d'aller un peu plus souvent chez le barbier. Voilà, donc je me suis dit que la casquette, par définition, n'allait plus de soi. Top, donc du coup, on s'en tient à la casquette média et stratégie, entre autres choses, et c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ravis d'accueillir les copains de Scalezia dans ce podcast? Il y a plein de raisons. Déjà parce que Scalezia, c'est une boîte qui est super sympa. D'autre part, parce qu'ils sont super forts. Il faut quand même dire les choses telles qu'ils sont. Et d'autre part, parce qu'il y a deux marques de fabrique particulières chez Scalezia, et c'est la raison pour laquelle on a Benoît en guest aujourd'hui et pas uniquement Louise. C'est le fameux modèle holistique de la croissance dont on va évidemment parler parce que vous l'appliquez à vous-même. Qui fait quelque part le lien entre le growth tel qu'on le connaît avec des modèles un peu financiers, commerciaux, marketing et en fait quel rôle du people là-dedans et comment ça vient forcément potentiellement faire miroir. Et d'autre part parce que d'aussi loin que je me souvienne côté Yaniro, la phrase que j'ai le plus répétée à des founders quand on me pose la question de qu'est-ce que je peux faire point de vue people growth pour structurer ma boîte, c'était ma réponse a toujours été, ce qui n'a aucun rapport d'ailleurs avec le business de Yaniro, c'était recruter votre DRH un an plus tôt que ce que vous pensez. Parce que globalement, à partir du moment où il n'y a pas de fonction RH dans la boîte, ça veut juste dire qu'on n'y met pas une importance capitale. Et là, effectivement, recruter un profil RH à 10 personnes, et là maintenant on peut en parler parce que vous êtes passé de 10 à 25, c'est suffisamment rare pour être souligné, donc j'aimerais bien qu'on en parle. Ça vous va? On part là-dessus? Carrément. Avec grand plaisir. Eh ben, on va commencer, parce que vous le définirez mieux que moi, donc Louise, Benoît, qui veut, sur votre définition du modèle holistique de la croissance. Mm-hmm. Yes. Louise, pareil. Vous l'avez compris dans la dynamique, hein, Benoît est en guest, c'est Louise la Rosta. Okay. Je dirais que pour introduire un petit peu cette vision-là, cette vision holistique de la croissance, il faudrait introduire un petit peu le contexte de Benoît aux origines finalement de Scalezia, la genèse de Scalezia. C'est-à-dire que Benoît, en tant que co-founder, n'a pas eu finalement d'expérience salariale en tant que telle, mais plutôt une expérience entrepreneuriale majoritairement, et puis a connu aussi au travers de cette expérience entrepreneuriale un grand nombre et a décortiqué un grand nombre de business qui lui ont permis aujourd'hui et aux origines de Scalezia de déterminer une mission, je dirais, et une vision qui nous sont effectivement propres et qui relèvent de l'approche holistique que je laisserai peut-être Benoît aussi partager au travers de son contexte. Ouais, vas-y Benoît, comment si forcément tu fais partie des origines de ce modèle, comment tu le raconterais avec, je dirais avec des mots simples et pourquoi tu es arrivé dans cette logique un petit peu, j'allais dire, décalée par rapport aux standards qu'on avait pu avoir en France d'un modèle holistique de la croissance? C'est quoi la rationnelle derrière et qu'est-ce que ça donne en fait? En fait, je me suis, comme l'a très bien dit Louise, j'ai jamais été salarié en tant que tel. J'ai eu des expériences dans des boîtes, mais j'ai jamais eu l'occasion de poursuivre une carrière stricto sensu, en fait. Et par la force des choses, je me suis très vite retrouvé en tant que freelance, d'abord en business development. J'ai commencé par du journalisme, en fait, mais très vite, je me suis reconverti puisque le journalisme m'a un petit peu saoulé. J'ai fortement déchanté. Et donc, je me suis retrouvé business développeur de par une appétence pour l'entrepreneuriat. Ça m'intéressait tout simplement d'un point de vue intellectuel.
Et le business development, donc là, en gros, on parle d'un taf de SDR, voilà, booker des rendez-vous, m'a vite tendu les bras de l'automatisation, du process, et donc je me suis spécialisé en growth, d'abord principalement B2B en fait. Et de cette activité de freelance a découlé une première agence qui à l'époque s'appelait Groupster, qui comptait parmi, franchement, je le dis avec beaucoup de recul parce que j'en faisais pas grand chose à l'époque. Enfin, je veux dire, ça faisait plaisir, mais je m'en fichais un petit peu. Moi, je voulais juste faire mes bails dans mon coin. Mais on comptait parmi les acteurs dans notre secteur qui étaient les plus reconnus. Même si on était tout petit à l'époque, mais on faisait partie de ceux qui avaient les meilleurs résultats, en tout cas, au niveau du growth outbound. Donc de tout ce qui était automatisation de la prospection et ainsi de suite. Et sauf que malgré tout ça, on s'est très vite rendu compte de dysfonctionnements quasi constants au sein de nos accompagnements et au sein des stratégies et des collaborations qu'on avait avec nos clients. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que tout simplement, en tant que prestataire, on ne savait pas définir précisément le problème qu'on résolvait pour nos clients. Et même eux ne savaient pas. Et au final, nous, on travaillait correctement. C'est-à-dire qu'on apportait du résultat. On les aidait à générer des leads, à générer des opportunités. Mais derrière, on se rendait compte que ça ne closait pas. Que les clients ne signaient pas, qu'ils n'arrivaient pas à gérer justement l'afflux de demandes qu'on générait pour eux. Et malgré en fait ces performances-là, on se retrouvait avec une frustration qui était latente en général des deux côtés, parce que le client n'arrivait pas à atteindre les objectifs qu'il était venu atteindre par le biais de notre intervention. Et c'est là que, par la force des choses, on s'est rendu compte des interconnexions entre les choses. C'est-à-dire que oui, faire de l'acquisition, faire de la génération de leads, prospecter, c'est bien, mais si on est dysfonctionnel sur le reste, sur la façon de gérer notre flux, de gérer notre pipe, dans la façon de vendre, si on est dysfonctionnel au niveau de notre produit, notre offre, notre positionnement, donc de tout ce qui va afférer au marketing, si on est dysfonctionnel aussi sur la partie people, si on ne sait pas capter les bons talents pour scaler, etc., on peut être le plus prolifique au monde sur un pan de ce qui va faire notre croissance, mais au final, on a juste un panier percé qui n'avance pas, quoi. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte un petit peu, c'était une prise de conscience un peu particulière à ce moment-là, que ce modèle-là qu'on appelle down with you, c'est-à-dire de faire à la place, n'avait absolument concrètement aucun sens. Pourquoi ? Parce que on aidait, parce que le client ne capitalise absolument pas, ni à court, ni à moyen, ni à long terme, sur la compétence qu'on réalise à sa place, et une compétence qui est censée être endémique de son équation de croissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement crucial en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, de savoir aller soi-même chercher ses opportunités, que de le déléguer à quelqu'un a juste, si on y réfléchit 2 minutes, aucun sens, quoi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, au fur et à mesure, donc, des interconnexions qui n'ont fait que s'étoffer à mesure qu'on y réfléchissait, jusqu'à cette prise de conscience que finalement, une boîte, c'est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Et ça passe par donc une montée en compétences qui doit être constante et sur les bons sujets. Et donc, une boîte doit internaliser c'est tout ce qui va être constitutif de sa croissance à long terme. Donc, c'est des choses qu'on a modélisées de notre côté. L'idée, c'est pas forcément de rentrer trop dans le détail. On en parle très, très souvent et on est très loquace sur le sujet. Mais l'idée, une fois qu'on a compris ça, c'est de réfléchir maintenant. Donc ça, c'était dans les mois qui ont précédé le lancement de Skelesia, de voir comment on pouvait aider les boîtes maintenant à monter intelligemment en compétences pour aller au-devant de tout ça. Sachant que la formation, on avait testé, on s'est rendu compte aussi des limites de la formation, en présentiel comme en ligne, ça tournait pas. Et donc, on a réfléchi à ce modèle-là, et ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet. Aujourd'hui, on a des résultats vraiment fous. On a accompagné plus de 400 boîtes, et on a 142 clients en ce moment en accompagnement. Et en fait, on a le meilleur des deux mondes. Ils obtiennent à court terme le même résultat que si on faisait à leur place, parce qu'on le fait avec elles, et en même temps sur long terme, ils capitalisent sur leur montée en compétences, et donc la croissance telle qu'on la veut, c'est-à-dire holistique, s'opère, et c'est trop cool. Et en fait, au sein de cette équation de croissance, on s'est très vite rendu compte que les humains en fait sont absolument essentiels, là où effectivement ils ont tendance à être très 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 délaissés,
de manière générale, relégués au second plan. Et nous, on a eu envie de prendre le contre-pied de ça et de se demander comment est-ce qu'on pouvait en faire, au contraire, une variable de premier plan et en faire un vrai accélérateur dans la croissance. Et donc, c'est ce qu'on a testé sur nous, qui porte carrément ses fruits, et c'est ce qu'on promeut auprès de nos clients aussi. Alors, c'est évidemment quelque chose auquel, une manière de voir les choses à laquelle je souscris à 100%. Et ce qui est très marrant, c'est j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a derrière Scalesia, et parce que évidemment il va y avoir un peu une fractale vu que évidemment Scalesia étant une entreprise en croissance, vous êtes obligé de vous appliquer le modèle holistique pour voir s'il tourne globalement, et puis effectivement il tourne. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien l'histoire de où globalement, si je caricature, ce que tu dis, c'est bon, voilà, dans une vie précédente, tu avais des clients qui cherchaient de la croissance, toi tu étais capable de faire des leads facilement, voilà, lead Wall Street, je te ramène 100 leads, il n'y a pas de problème, etc. On se rend compte que ça marche pas, malgré le fait qu'on surperforme sur une partie du système, et on se rend compte du coup que en fait non, il y a un truc extrêmement systémique dans lequel tout touche à tout. Ça me rappelle une citation c'est un psychologue du développement qui s'appelle Jean Piaget, qui est suisse, auquel on lui aurait posé la question de mais finalement qu'est-ce qui définit un être humain et son comportement, est-ce que c'est l'inné ou l'acquis, et on lui a dit c'est comme si vous me posiez la question de qu'est-ce qui fait l'aire d'un rectangle, est-ce que c'est la largeur ou la longueur. Ça n'a pas de sens. C'est globalement les deux en même temps. Et là, c'est un peu la même chose, c'est de dire, oui, évidemment qu'il faut être bon en marketing, oui, évidemment qu'il faut être bon sur son produit, oui, évidemment qu'il faut être bon en sales, et oui, évidemment qu'il faut que la partie people de l'équation tourne tout aussi bien, parce que sinon, ça crache. Et évidemment, c'est là où ça nous amène un peu à l'entrée de Louise dans le théâtre. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de 10 collabs, toi, Benoît, et tes associés, vous commencez à vous dire, OK, maintenant, il faut que quelqu'un s'occupe des people. Avant de redonner le micro à Louise, tu nous donnerais un peu les coulisses de cette décision ? Yes. Alors, nous, on réfléchit vraiment en grands principes. C'est-à-dire que là où beaucoup de boîtes vont avoir tendance à réfléchir soit par analogie, par l'exemple, en s'inspirant de ce qui a été fait ailleurs, ou à réfléchir par le micro, c'est-à-dire en se basant sur des événementialités ou quoi. Nous, on va plutôt réfléchir, voilà, s'efforcer de réfléchir par logique et par comme je t'ai dit, modèles mentaux, premier principe, et pour s'assurer de prendre des décisions cohérentes entre elles. Et nous, en fait, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui va nous permettre à long terme, donc à long terme, de construire ce qu'on a envie de construire. De par ce premier principe qu'une boîte, c'est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents, ça va déjà consister à s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment, que ces personnes-là restent suffisamment longtemps. Et donc, ça passe par un écosystème au sein de la boîte, par une culture de boîte, par un environnement propice qui donne envie aux gens déjà de venir, mais ensuite de rester. Donc vraiment cette vision très marketing où on envisageait la carrière au sein de Scalesia comme un produit à part entière. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on s'est dit, OK, est-ce qu'on a les compétences nécessaires à l'instant T pour aller au-devant de cette ambition-là ? De toute évidence, non. C'est-à-dire que on recrutait, on a recruté les 10 premières personnes de notre côté. Christian a été très performant malgré son inexpérience sur le sujet. Franchement, il a très très vite progressé. C'était assez impressionnant à voir. Mais on se rendait compte vraiment de nos lacunes sur le sujet. Et en même temps, on se rendait compte aussi du coût d'opportunité de continuer de s'en occuper nous-mêmes. C'est-à-dire que tout le temps qu'on aurait dépenser pour monter en compétence sur le sujet, pour gérer des sujets sur lesquels on n'était pas armé, donc toutes les notions administratives, toutes les notions de process, etc., tout le temps qu'on aurait passé à se former, ça aurait été un temps consacré au détriment de tout ce qui nous permet d'apporter un maximum de valeur à la boîte, tout simplement. C'est-à-dire que nous, notre métier, nos expertises respectives, donc à Christian, à moi, à Jules, aurait été relégué au second plan le temps qu'on assure cette gestion-là.
Et en fait, on se voyait pas continuer comme on tendance à le faire beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire continuer jusqu'au 50e employé. En général, c'est à ce On se dit, moment-là il se passe un truc légalement à 50, non, je suis pas sûr. C'est le moment où on commence à paniquer un peu, quoi. Exactement, t'as tout compris. Et nous, on se voyait pas, tout simplement, de par nos compétences, mais nos appétences, et aussi de par ce coup d'opportunité, on se voyait pas, en fait, continuer. Pour nous, ça n'avait absolument pas de sens. Et on voulait maximiser nos chances à long terme. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on structure quelque chose le plus tôt possible, parce que, comme je te l'ai dit, on a compris, je pense, à quel point le facteur humain est une variable essentielle, mais centrale, cruciale de l'équation de croissance d'une boîte, à moyen, à court et à long terme. Et donc, c'est pour ça que pour nous, ça nous est paru complètement évident, notamment aussi, et ça c'est le dernier point, de par le fait qu'on a des partis pris culturels et managériaux très forts et très particuliers chez Skelesia. On en reparlera, mais le full télétravail, notre rapport au congé, notre rapport à l'organisation en interne. Bref, on n'avait pas nécessairement d'exemples sur lesquels se baser, en fait, en France. On est quand même à l'avant-garde sur pas mal de choses. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui nous permettait d'apporter ce lien-là, à la fois en termes de compétences, mais aussi juridique sur tout ça, pour s'assurer d'être dans les clous, en fait. Et alors, ça nous amène à ton arrivée, Louise. Quelle arrivée? Quelle arrivée, on va en parler, j'en suis sûr. J'aimerais angler un petit peu ton arrivée avec un outil que vous utilisez beaucoup chez Skelesia et que je trouve très malin. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vous qui l'avez créé ou s'il vient d'autre part, mais à la limite, c'est pas la question, c'est un bon outil, on le garde. C'est le modèle mental du scale mass depth. De dire où globalement on passe à l'échelle, on scale, ça crée invariablement du bazar et une dette qu'on doit solder pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc la question qui est un peu la question logique, c'est Louise, quand t'es arrivée, c'était le bazar ou pas? Théoriquement, c'était censé l'être. Théoriquement, c'était censé l'être. Alors, quand je suis arrivée, effectivement, et c'était aussi tout l'intérêt que je voyais à rejoindre l'équipe de Skelesia, c'était qu'il y avait beaucoup de choses à construire, mais en tout cas, il y avait déjà les meilleures intentions du monde pour y parvenir. On parlait notamment de Christian sur le recrutement. Pour le coup, tu vois, j'ai absolument pas vécu le mess sur les recrutements qui avaient été effectués avant mon arrivée. En dehors de ça... C'est du mensonge en fait, cette histoire de scale mass depth. C'est un mensonge. Shame. Je pense que jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à ce que je rejoigne Skelesia, effectivement, peut-être que la part instinctive sur le recrutement était très prégnante, plus que peut-être des process ou certaines automatisations que tu peux connaître et te voir recommander aujourd'hui à différentes maturités d'entreprise. Mais pour autant, l'instinct a été fonctionnel. Donc, j'ai pas trop eu de difficultés par rapport à ça. En revanche, je dirais que plutôt, c'était la question de comment on structure, comment on développe et comment on documente finalement ses intentions, ses pratiques qui correspondaient effectivement déjà à la volonté de se départir de certaines suggestions. On en parlait, la suggestion géographique des bureaux ou la suggestion temps, comme on peut la connaître aujourd'hui dans le Code du travail, et comment en fait on trouve les bons véhicules, les bons process, parce que ça relève pas toujours et uniquement de situations, je dirais, juridiques. Comment on trouve les bons véhicules en fait pour venir alimenter et se développer ce futur du travail. Et pour revenir un petit peu aussi, je dirais, on abordera peut-être plus spécifiquement les dispositifs que Benoît a évoqués plus tôt dans une deuxième partie. Pour revenir un petit peu sur mon arrivée, en fait, effectivement, intégrer une fonction people à 10 personnes, à 10 collaborateurs, ça peut surprendre lorsqu'on a une vision, je dirais, très, très étroite, très restrictive de la fonction. Et je l'ai moi-même subi un petit peu, ou questionné en tout cas, pour être totalement honnête, cette vision-là, lorsque j'ai rencontré pour les premières fois, du coup, Benoît, Christian et Jules. Autour de moi, en tout cas, moi, j'ai grandi dans un environnement où on était plutôt sur un ratio
carrément 1%, voire même du 1 pour 200, 300, voilà, pour ce que j'ai pu expérimenter. Et je m'interrogeais effectivement du coup sur le rôle que je pourrais occuper dans la structure. Et puis c'est un questionnement qui a rapidement été levé pendant les phases de pré-boarding, si tu veux. Et puis, pour l'illustrer, je vais revenir sur l'analogie géométrique que tu as utilisée tout à l'heure, parce que, en tout cas, moi, ça a vraiment bien participé à illustrer le rôle, si tu veux, qu'on donne à la fonction people, au people, au sein de Scalesia. Par analogie, moi, j'ai souvent dans un coin de ma tête, tu sais, l'organigramme classique que tu trouves dans plein d'organisations, dans lequel la fonction people, parfois ou parfois même pas, est illustrée dans l'organigramme par une verticale plus ou moins reliée, tu vois, à l'arborescence de la structure, donc qui fait le business. Et chez Scalesia, la fonction people et le système qui la compose, du coup l'écosystème qu'évoquait Benoît tout à l'heure, et ben si on reprend l'image d'un organigramme, en fait, on va plutôt être dans un cercle qui va entourer et soutenir en fait tout le business. Et un autre élément qui est important dans cette image-là géométrique, c'est que les autres piliers qui vont composer finalement le business, ils sont pas non plus étanches. Et bien au contraire à ce système. Et donc en fait, je dirais que la part de la fonction people au sein de Scalesia et dans les modèles qu'on cherche à promouvoir et à étendre auprès de nos clients, c'est vraiment une fonction complètement intégrée, comme tu le disais tout à l'heure, qui touche à tout et qui parle à tout. Et ça peut sembler très théorique de le présenter ainsi, mais voilà, je suis très visuelle et je trouvais déjà que la façon de présenter l'organigramme de cette façon était déjà très évocatrice. Lorsque tu vois que le système finalement, qui est ni plus ni moins que la fonction people, c'est l'élément qui globalise en fait quelque part tout le business. Donc voilà, et ça illustre parfaitement aussi l'introduction de Benoît au podcast des jeunes branches de tout à l'heure. Une boîte, c'est la somme, c'est la moyenne de ses compétences et la somme de ses talents, et c'est ni plus ni moins que la place du coup qui est accordée aux people au sein de Scalesia. Et alors ça de manière très pragmatique, parce que effectivement c'est toujours intéressant de voir comment la réalité emboîte le pas ou non sur de la vision ou des convictions. Et là effectivement vous avez des convictions et une vision et défendez un modèle holistique de la croissance. Et là ce que tu me dis effectivement de pas avoir un petit bâtonnet RH tout seul dans son coin, mais quelque chose qui est plutôt un cercle, c'est une bonne question. C'est une bonne manière de manifester ça. De manière très concrète, sans rentrer dans de l'organisation et de la gouvernance un petit peu à la mort moelle nœud. Comment c'est fichu, comment vous vous débrouillez pour précisément faire en sorte que les différents piliers de la croissance de Scalesia se parlent, que ça ne soit pas étanche, ça prend quelle forme en fait? Alors je dirais que dans l'approche holistique, tu vas avoir deux dimensions. Alors pour une part, effectivement, au sens très pragmatique du terme, c'est toute cette considération justement un petit peu holiste de l'individu. Tu vois l'individu pas uniquement comme un salarié, mais comme un ensemble de composantes. Et ça, c'est tous les dispositifs qu'on a développés, je dirais, pour maîtriser son temps, dans le sens de l'équilibre vie pro vie perso, et le sens qu'on a pu donner au quotidien. On reviendra aussi sur ce point de la learning culture qui est très forte chez Scalesia et qui participe de ce modèle. Et d'autre part, je dirais qu'effectivement, le maintien et la structuration de cette approche, ça va jouer dans deux choses principalement. C'est l'information, vraiment, puisque pour avoir une vision effectivement globale et pouvoir avoir l'occasion de participer de cette vision, il faut avoir le niveau, le degré d'information suffisant. Et d'autre part, je dirais que c'est la connexion. Et le maintien de la connexion, justement, comme tu l'évoquais, déjà d'une part entre les équipes, mais aussi entre chacun des pairs voilà, dans la structure. Et ça, c'est, je dirais, à plus forte raison, un élément de complexité, en tout cas qui peut être vu comme tel et qui donc est traité comme tel chez Scalesia, qui est notre environnement full remote. Pour répondre à la question déjà du niveau d'information, chez Scalesia, on a mis en place tout simplement, mais parfois c'est des choses les plus simples aussi qui sont les plus efficaces, des canaux de discussion très adaptés à tous les sujets qui concernent effectivement à la fois la gouvernance et à la fois, je dirais, le quotidien métier
de tout à chacun chez Skelésia, et on développe l'interaction sur ces canaux de discussion. Donc on va avoir effectivement du coup des canaux qui sont propres au remote. Voilà, comment on fait évoluer aujourd'hui. Est-ce que précisément le niveau de documentation, le niveau d'information est suffisant. On va avoir tous les rituels d'équipe qui sont très développés aussi chez Skelésia et qui sont propres encore une fois à du partage d'informations. Donc on a évidemment les weekly, les flash infos, tous les rituels d'équipe qui sont pour certains plus structurels, organisationnels, et pour d'autres qui sont plus propres, je dirais, justement à cette montée en compétences qu'on évoquait plus tôt, avec les roleplays notamment, l'advisory school, mais on y reviendra. Et puis, je dirais en fait un degré de transparence auprès des équipes sur en fait, les questionnements qu'on peut avoir tout simplement par rapport à la mise en place de ce modèle. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un modèle qui est facilement tenable sur une petite équipe, mais qui force à la question au fur et à mesure que l'effectif grandit. Comment on pollue pas le reste de l'équipe d'un degré d'information trop important, mais en même temps, comment on s'assure que cette information, si elle est cherchée, elle est disponible pour tout le monde. Et ça, effectivement, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, comme je te l'évoquais, ça passe par des canaux Slack très ciblés et très ouverts, tous publics, et également par un Notion qu'on documente suffisamment sur tous les process, y compris les schémas mentaux qu'évoquait Benoît, qui relèvent de l'ordre décisionnel. Et puis, sur un dernier outil qui est Gather, là qui... Je l'attendais. Le Pokémon rouge du télétravail, il est trop bien celui-là. C'est ça. Qui participe plutôt, je dirais, du maintien d'une connexion plus informelle, mais qui est tout aussi importante dans l'échange d'informations, et qui participe plutôt cette fois-ci de l'oralité, je dirais, dans nos échanges. Mais voilà, en tout cas, chez nous, c'est pas un gadget, et on fait tout pour que ça n'en soit pas un, n'en devienne pas un. Et c'est, je dirais, ces trois principaux canaux-là qui vont nous permettre de maintenir l'information et la connexion. Pour moi, c'est vraiment fondamental dans notre approche. Alors, juste pour faire la ref, si vous ne l'avez pas, Gather, c'est comment on pourrait appeler ça, c'est un métaverse, non je ne sais pas, mais c'est un peu ça en vrai, hein. Enfin, c'est un environnement en ligne qui ressemble à Pokémon, enfin, ça ressemble à un petit jeu vidéo le Game Boy ou à peu près un truc du même genre, dans lequel en fait on peut recréer un espace dans lequel typiquement si Benoît et Louise et moi travaillons dans la même boîte, au lieu d'être on va dire chacun de notre côté, on existe quelque part sur Gather, et je peux voir que Benoît il a son casque sur les oreilles, il est en mode do not disturb, il travaille, Louise elle serait vachement partante pour prendre un café, et donc on peut se parler en fait par le travers de ces personnages-là, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on recrute en envoyant des Pokéballs sur les journaux. C'est vrai, si ça bouge suffisamment peu, au bout d'un moment, tu attrapes la personne et elle rejoint Skelésia. Benoît, tu fais bien de faire une petite blague pourrave parce que t'avais pas un bruit pour les blagues pourraves ? Si, attends, il est là. Yes, introduction de la blague pourrave. Parce qu'on va rentrer dans du un peu challengeant. T'as utilisé le mot-clé, Louise, qui est très important, c'est le mot-clé de ça tient quand on est 10, 15, 20, 25, mais ça va probablement prendre une autre forme plus tard, sans rentrer dans des modèles de complexité énormes. Si on simplifie grandement les choses, là on pourrait imaginer, vous le direz mieux que moi, que quelque part sur les piliers de la croissance, on va avoir Louise qui est Madame People, et donc la personne qui est censée être le plus verticale sur le sujet People de la croissance de Skelésia. Peut-être que Jules, qui est un des associés, qui est particulièrement bon dans les sales, va être aussi l'une de ces verticales. Peut-être que toi, Benoît, tu vas être sur la partie inbound, contenu, etc. Et etc., etc. Le biais qui arrive dans une boîte qui grandit, c'est le silotage. C'est qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, on se dit soit je sais pas, on s'éloigne un petit peu et les piliers continuent de soutenir l'édifice, mais ils sont hyper éloignés les uns des autres, ce qui fait que ça crée des silos. Soit pire, on crée une forme de priorisation sans faire exprès. Typiquement, il suffirait de créer une organisation dans laquelle Benoît est le boss intouchable et du coup Louise est en dessous et exécutante de Benoît, pour avoir un business qui est drivé par le contenu
et par le marketing versus par les people. C'est quelque part systémique, malheureusement ça se passe comme ça. Dans les rituels actuels, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour justement faire en sorte que ce modèle holistique vive de manière holistique et qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre. Et toi, Benoît, vu que tu es un peu effectivement la casquette stratégique, à quoi tu es particulièrement attentif? Parce que pour toi, ça sera le moment de considérer que le truc actuel ne fonctionne plus et qu'il faudra passer à autre chose. Tout à l'heure, tu as parlé d'un modèle, en fait. C'est même plus qu'un modèle mental, c'est vraiment un framework en tant que tel. C'est-à-dire que ça te permet vraiment d'actionner une prise de décision qui va être, si tu l'utilises, bien plus opérante que si tu l'utilises pas. C'est comme ça que je définis un framework qui fonctionne en tout cas. C'est le principe de Scale Mess Depth. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un entrepreneur extrêmement talentueux qui s'appelle Sam Ovens, qui est un néo-zélandais, qui a notamment bâti puis revendu consulting.com. Et en fait, il a théorisé la croissance d'une entreprise exactement comme elle devrait être théorisée, c'est-à-dire non pas linéaire, comme on a tendance à se représenter sur une courbe, avec une courbe comme ça linéaire qui grossit de façon continue, mais comme une croissance, comme une structure, une dynamique cyclique. Cyclique entre 3 phases. D'abord, phase de scale. La boîte se développe. Donc là, les courbes sont à la hausse. Tout se passe bien. En général, c'est le moment où émotionnellement, tu es un peu grisé et tout. C'est trop cool. Mais justement, cette phase de grisement, elle est consubstantielle d'une accumulation de mess, donc de désordre, de bordel. Tu vois. C'est là que les process commencent à plus suffire, ne commencent à plus tenir. Et en fait, il y a un décalage structurel entre la réalité des courbes, donc l'argent que génère la boîte, le nombre de clients, le nombre de personnes dans la boîte pour subvenir à cette demande, et ainsi de suite, et la réalité des process et de la structure. Et en fait, au fur et à mesure, ce différentiel-là va s'accumuler et va se cristalliser sous forme d'une dette qui va être, donc la 3e phase, qui va être une dette technique, humaine, financière, ce que tu veux. Et souvent une dette relative à des différences d'état d'avancement entre les différents piliers de ta boîte. Voilà, c'est là que tu vas voir qu'il y a un gros décalage, par exemple, entre la qualité, c'est un truc qui se passe très souvent, entre la qualité de ton marketing, par exemple, et la qualité de tes ventes. Voilà, tu te rends compte que tu es plutôt bon pour vendre, mais par contre, pour marketer, tu sais pas faire, c'est pourri. Et donc, au bout d'un moment, tu génères plus assez de demandes par rapport à tes objectifs de croissance, et ainsi de suite. Et là, tu as des problèmes. Ou par exemple, pour être sur un sujet people, tu as ta courbe de CA qui est plein pot, mais par contre, tu as un turnover de malade et tu es en train d'avoir une note éclatée sur Glassdoor. Exactement. Et là, on est sur des signaux, des signaux faibles, mais quand même assez concrets d'une phase de dette. Et souvent, en fait, comment savoir que tu es en phase de dette? C'est que là, tu es en flatline. C'est-à-dire que tes courbes commencent à stagner, commencent à s'aplatir, puis à stagner, voire à décroître. Et en tout cas, les courbes relatives à tes métriques positives, l'augmentation de ton CA, l'augmentation de ton headcount, et ainsi de suite. Et en fait, c'est fondamental à ce moment-là de te poser, d'éponger tes dettes, donc de les payer, d'échafauder de nouvelles structures, et ensuite, nécessairement, c'est algorithmique, en fait, la croissance, seulement à ce moment-là, pourrait repartir. Et tu repars dans un nouveau cycle, Scale Mess Depth. Alors, tu parlais de fractal tout à l'heure, c'est très fractal d'ailleurs avec la façon dont un organisme fonctionne. Un muscle grossit exactement de la même manière qu'une entreprise. Donc c'est pour ça que tu vois qu'il y a un fonctionnement très organique, très biologique en fait même au sein d'une entreprise. Enfin, c'est exactement les mêmes constantes physiologiques en fait qu'un corps humain ou même qu'une civilisation. Tu vois. Donc quand tu comprends en fait toutes ces constantes là, derrière tu comprends quelles sont les bonnes décisions à prendre et comment structurer tout ça. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as compris que tout ça, c'est cyclique et que tu ne pourras jamais t'extraire de ce Scale Mess Depth, ton objectif, ça va être d'anticiper le truc au maximum. Tu as 2 leviers, en fait. Soit tu lèves beaucoup d'argent et cet argent-là, tu vas pouvoir l'injecter pour linéariser le plus possible ta courbe. Et en fait, tu vas avoir un pan de ta boîte qui va être consacré à résoudre les problèmes au fil de l'eau, mais ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on a cette idée un petit peu très romantique des courbes comme ça qui sont continues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des courbes de boîtes qui ont levé beaucoup d'argent, donc ils peuvent se permettre de split en fait leurs équipes
en une équipe qui va produire la croissance et une équipe qui va derrière cravacher pour résoudre les problèmes. Et ou alors, en fait, si tu n'as pas ces leviers-là, parce que nous on est bootstrap, tu es obligé d'anticiper. Et donc un des trucs qu'on s'efforce de faire, c'est toujours de s'efforcer d'avoir 1 quarter, 2 quarters, idéalement d'avance sur les problèmes. Et anticiper les problèmes, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire que c'est une vraie gymnastique intellectuelle de savoir quel problème anticiper et quel problème ne pas anticiper. Parce que nous, on est vraiment partisans de l'exécution, on est partisans de ne pas se créer des problèmes en tant que tel, ne pas couper les cheveux en 4, rester simple en toute chose. Mais par contre, au bout d'un moment, tu es obligé, à mesure que ta structure augmente, que ta boîte se développe, que tes effectifs grandissent, que tes enjeux aussi grandissent et que donc l'inertie temporelle augmente, tu es obligé en fait d'être de plus en plus sharp dans ta faculté à identifier ces potentiels écueils que tu vas rencontrer dans X mois. Et donc ça, moi, c'est un des KPI que je me suis fixé. Enfin, c'est même pas un KPI, c'est un OKR en fait. C'est que toutes les semaines, je me pose la question de OK, qu'est-ce que je peux faire à l'échelle de la boîte et à l'échelle des différentes équipes. Qu'est-ce que je peux faire pour identifier un problème, le problème là actuel qui nécessite d'être adressé et résolu. Et donc ça passe ensuite par discuter avec les différents membres des équipes, enfin les différentes équipes. Donc j'ai un call par équipe. On a un call ensuite global qui rassemble toute la boîte. Donc ça fait partie des différents rituels. Et moi en fait j'ai vraiment cet agenda mental, j'ai vraiment ce processus-là en fait que j'ai vraiment intégré, qui consiste à diagnostiquer en fait les butoirs à l'instant T, les frictions qui empêchent l'équipe d'avancer. Et vraiment avec cet objectif de prise de hauteur, parce que je pars du principe que les équipes sont là en train de produire, elles sont en train de délivrer, elles sont en train de performer, mais donc nécessairement elles ont le nez dans le guidon. Et moi, mon rôle, c'est de les aider à prendre cette hauteur-là et leur apporter une perspective qu'ils n'auraient pas eu autrement. Et systématiquement, en fait, en faisant ce travail-là, en passant 1 heure avec elles, en les écoutant, en posant des questions, en n'étant pas là en train de raconter ma life et en train de flex, mais au contraire, en m'intéressant à ce qui se passe, en écoutant leurs difficultés, systématiquement, j'identifie des patterns qui me permettent derrière de diagnostiquer un problème de fond que je priorise, que je formalise et qu'on adresse par la suite. Et ça tourne super bien. Et l'objectif, en fait, c'est de miser sur ces effets cumulés, c'est-à-dire que la somme de tous ces petits problèmes, petits, on s'entend, mais de tous ces petits problèmes qui vont, qui va augmenter avec le temps, va nécessairement à terme nous permettre d'anticiper ou de diminuer la prochaine phase de messe, la prochaine phase de dette et de linéariser le plus possible la croissance. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, c'est vraiment un travail comme ça d'anticipation et de prise de hauteur constante et d'empathie vraiment énorme. Alors pour le coup, on va... Louise, excuse-moi, vas-y, j'ai vu que tu allais parler. Ouais, j'allais dire effectivement, c'est vraiment anticiper et l'intégrer. Donc Benoît l'intègre parfaitement par ses plans d'équipe, mais l'intégrer, c'est aussi bien partager, bien faire comprendre aux équipes. Et ça passe par l'élément connexion que j'abordais tout à l'heure. Qu'en fait, il y a pas de tabou justement à mettre en exergue ces butoirs, aussi petits qu'ils puissent paraître, parce que c'est de là que vient aussi, je dirais, le constat. Et puis ensuite toute cette boucle d'itération dont on parlait tout à l'heure. Et je dirais que sur d'autres rituels, au-delà de ceux qui sont effectivement animés par Benoît, pendant lesquels il se mêle aux équipes, il y a vraiment un enjeu aussi, et là qui vient, je dirais, plus récemment justement avec l'augmentation de l'effectif et du coup par pôle d'activité, c'est de maintenir aussi le lien entre les pôles d'activité, et que ce lien ne soit pas assumé par une seule personne, en l'occurrence par exemple Benoît, mais donc de créer des rituels aussi entre les équipes. Donc par exemple là récemment Content X Sales, les AO X, les Sales encore une fois. Donc ça c'est des rituels d'équipe qui sont maintenant en œuvre. Et également ça passe aussi par la mixité, je dirais,
des parties sur tous les sujets justement de réflexion qu'on engage. Donc là, par exemple, en termes de réflexion, et pour répondre justement à cet enjeu de pas tomber dans le silotage des activités, on est en train de réfléchir à la création de BU qui seraient donc non pas des BU par activité de métier, mais par projet, et dans laquelle donc tu trouverais finalement des personnes qui occupent chacun des métiers différents et qui nous permettraient d'assurer et de maintenir toujours cette synergie entre les métiers et qui éviterait de créer trop de ponts justement entre les différentes équipes. Voilà. Donc je dirais il y a tout ce sujet effectivement aussi d'harmonie à ce niveau, et puis ça passe aussi, et c'est là aussi qu'on reconnaît l'enjeu de la fonction people, mais aussi toutes les parties prenantes de la boîte. On parlait de Gaver tout à l'heure. Moi, un indicateur, c'est voilà, je vais jeter un œil à plusieurs reprises dans la journée sur Gaver, et je regarde est-ce que tout le monde est à son bureau, est-ce que dans un coin il y a 3 membres dont chacun de l'équipe sales, de l'équipe AO et de l'équipe content. Est-ce que les échanges se font, est-ce que les échanges se tiennent, ou est-ce que chacun est à son bureau focus sur sa mission à lui, pas celle des autres, et pas, je dirais, les enjeux, les problématiques de la boîte qu'on aborde en ce moment. Et je dirais que c'est un indicateur qui peut paraître un peu facile comme ça, en tout cas très visuel, mais Gaver prend toute son utilité aussi en ce sens-là, pour moi. Alors, j'ai 1 million de questions à vous poser sur la manière concrète de mettre ça en place, mais je vais commencer par un tout petit peu de contexte sur pourquoi est-ce que je trouve ça particulièrement passionnant, et c'est la question de la langue commune. Là, on parle du modèle Scale-Mess-Depth qui peut donc être un framework commun et qui guide des actions communes entre différentes personnes de l'entreprise. L'une des grosses difficultés que rencontrent la plupart des tandems des RH CEO que j'ai rencontrés dans la French Tech, c'est l'indépassable asymétrie d'information entre les profils horizontaux et les profils verticaux. C'est-à-dire que, par définition, Louise est censée être infiniment plus verticale que Benoît sur le pilier People, et Benoît est censé être infiniment plus horizontal sur les sujets généraux de Scalesia que Louise. C'est le principe. Le gros problème quand on part de ça, et plus la boîte grandit, plus la croissance en est à un point avancé, plus c'est quelque chose qui se complexifie, c'est que on peut se retrouver piégé dans un sentiment intense de réalité et de conviction. Typiquement, je peux me mettre dans les chaussures de Louise, je sais pas, on fast forward, Scalesia est 200 personnes, et se dire, non mais là c'est le moment où il faut qu'on construise notre carrière passe, quoi. On est à la ramasse, on est vraiment la dernière roue du carrosse, et Benoît, il fait suer, il veut pas comprendre, quoi. Et à l'inverse, tu peux avoir Benoît qui dit non mais là on est censé repartir sur des fondamentaux de people growth, de former nos managers parce qu'en fait c'est la merde, et Louise elle comprend pas parce qu'elle est obnubilée par le nouvel objet brillant qu'est le carrière pass. Voilà. Évidemment, si on se parle pas, ça s'arrête là et ça crée des frictions, et en fait qui a raison, qui a tort. La réalité elle est très bateau, c'est que vu que les datasets sont pas les mêmes entre l'horizontalité et la verticalité, si on prend le temps de partager les datasets, en général tout le monde est malin, donc tout le monde arrive à la même conclusion. C'est juste une question de prendre le temps de regarder la même chose. Et c'est pour ça que j'aime bien cette logique de Scale-Mess-Depth, parce que ça oblige à regarder la même chose. Où on est en train de regarder, bon, on en est où dans Scalesia? Est-ce qu'on est aux portes du mess? Qu'est-ce que ça veut dire ce mess sur la fonction people? Est-ce que c'est du mess people? Comment on fait, machin, etc. Et comment on harmonise tout ça? Et du coup, peut-être pour illustrer ça, c'est peut-être pas si bien rangé que ça, hein, mais je serais très preneur depuis que tu es là, Louise, que vous me donniez quelques exemples justement de passe-passe founder RH, donc horizontal vertical, de cas concrets où typiquement, je sais pas, peut-être toi Benoît t'as dit alors là on est bon en recrutement mais il faut qu'on soit meilleur. Et Louise, comment on fait ça, tu vois, et du coup qu'est-ce que vous avez fait et comment est-ce qu'on fait les itérations pour continuer comme ça? Yes. Louise, c'est quoi les exemples les exemples les plus prégnants, alors déjà en intro, je dirais que on a parlé effectivement, tu vois, des rituels un petit peu horizontaux qu'on avait, ou pour Benoît effectivement verticaux auprès des équipes. C'est évidemment des rituels qu'on reproduit entre nous aussi, et qui nous permettent quand même, mais comme tu l'as relevé, effectivement d'avoir tous les deux le nez dans le même mess, quoi. En général, bien que ce soit rapporté par peut-être des indicateurs différents, la conclusion est bien souvent la même.
typiquement, la mise en place, du coup, relativement récente à l'échelle de la boîte et depuis que je suis arrivée, mais qui vient aussi je dirais, de l'agrandissement de l'effectif récent, c'est la question, précisément, de la discussion entre les différentes équipes. Et donc ça, c'est des indicateurs qu'on a eu, Benoît, je dirais peut-être plutôt sur la partie globale parce que ça se ressent par exemple sur le parcours client, et moi sur la partie peut-être plus horizontale parce que par échange avec les équipes, j'ai identifié une même source de frustration dans l'équipe AO, par exemple Advisory Ops, et dans l'équipe Sales. Et donc on en a discuté, on a tous partagé sur les indicateurs finalement de cette même source de difficulté, et on y a apporté une réponse très simple qui est du coup typiquement un rituel et un canal de discussion particulier et animé qui anime du coup à la fois la transversalité entre l'équipe AO, l'équipe Sales, et on a reproduit l'exercice entre les équipes. Ça dans l'attente du travail qu'on est en train de faire sur la création de BU du coup. Donc je dirais que jusqu'à présent en tout cas j'ai pas eu le sentiment d'avoir vécu une dissonance entre les observations finalement de Benoît, mais c'est valable pour Christian, Jules ou pour le reste de l'équipe et la mienne. Simplement on va y apporter finalement des observations qui vont venir alimenter le même constat différentes. Après je dirais que puisque la vision et le positionnement de Skelesia a été très clair pour moi dès le départ, c'est-à-dire que aujourd'hui on a envie non seulement effectivement d'être un acteur prolifique de la croissance d'entreprise pour la partie business, mais on a aussi une vision sociétale qui est très forte, qu'on t'a partagée effectivement en début d'interview. Et moi, c'est aussi, on va dire, ce qui m'avait attiré comme un papillon vers la lumière, c'est de pouvoir participer aussi à la composition, à la réflexion, à la structuration de toutes ces composantes qui font aujourd'hui ce qu'on appelle le future work. Donc, on l'a abordé brièvement tout à l'heure, mais qui relève de la maîtrise de son temps, de l'équilibre vie pro-vie perso, de la maîtrise de son niveau de stress. Et en fait, tout ça, puisqu'on est très en phase et avec Benoît et le reste de l'équipe, on en vient facilement en fait à un accord sur les sujets à prioriser, et en l'occurrence c'est souvent ceci, puisque l'objectif et je dirais la source de tout finalement, c'est de remettre l'épanouissement de l'équipe et donc de chacun à la source de tout l'écosystème de la boîte. Et donc j'ai pas le sentiment, pour répondre à ta question, d'avoir vécu cette dissonance dans le tandem CEO People. Mais l'exemple que tu donnes, je le trouve génial parce que effectivement, l'exemple du parcours client et donc des connexions entre équipes, entre BU, entre verticales, là tu me présentes deux signaux faibles de Metz, un qui est très croissance business, un qui est très terrain people, mais qui relève de la même chose. C'est-à-dire c'est exactement la même chose de dire dans le parcours de client on a des petits bugs entre le moment où on passe du closing à l'onboarding ou quelque chose comme ça, en fait dans les équipes il y a de la friction parce que telle équipe s'entend moyennement bien avec cette équipe en ce moment. Et c'est symptomatique de la même chose qui est le mess dans lequel tu es, ce qui est normal et qu'il va falloir un petit peu, j'allais dire, solder pour avancer, quoi. Ouais, c'est ça carrément. Et je dirais donc une fois qu'on a été riche, je dirais à tout le monde ce constat et cette conclusion commune, on s'est pas contenté non plus de consulter l'équipe sales et l'équipe advisory. On a mis tout le monde autour de la table Skeleziad et on a traité le sujet, on a discuté du sujet vraiment à l'ancienne, et ça peut paraître encore une fois très simpliste, mais sur un tableau blanc. On a tout mis en azimuts et en fait on s'est posé sur les bonnes conclusions et on a œuvré immédiatement au retour des Skeleziad dans la matière, quoi. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi, qui est peut-être propre aussi aux startups en tout cas qui est prégnant chez Skeleziad, c'est la force d'action et la rapidité d'action. Et ça je pense que ça participe peut-être d'une certaine manière à presque gommer cet effet, cette boucle quelque part de scale mess depth, dans la mesure où on va tellement vite sur cette boucle, ça se joue parfois de semaine en semaine, que finalement, en tout cas de ma vision à moi sur la partie people, ça a presque pour effet finalement de linéariser la chose, quoi.
Top. T'as un exemple, Benoît, ou quelque chose que tu voudrais rajouter à ça? Qui viendrait. Je pense que là, vraiment, cet exemple-là de cet atelier qu'on a fait dernièrement, donc la réinterrogation, waouh, c'était dur, de nos valeurs, c'est un des exemples les plus parlants qui a eu lieu ces derniers temps. Et en fait, c'est représentatif de notre rapport à la verticalité chez Skelésia. Tu parlais de verticalité et horizontalité. Chez nous, si on devait représenter ça, l'axe vertical est très très peu prononcé dans son attitude. Enfin, vraiment, on est très 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 horizontaux au sein de la boîte. Pourquoi ? Parce qu'on considère que chacun au sein de la boîte, s'il est au sein de la boîte, est là pour une bonne raison et que chacun a une voix pertinente à apporter. Du moment qu'on la rend audible et qu'il se donne les moyens de la défendre. Parce que c'est pas parce que chacun a sa place et peut s'exprimer que nécessairement on va être d'accord avec lui. Voilà. Il faut et souvent les discussions peuvent être très animées, très vives. Toujours ultra bienveillante, etc. Mais il y a des discussions en codir et tout, où franchement, ça débat bien, quoi. Mais c'est exactement ce qu'on recherche. Et donc, chez nous, vraiment, on combat à tout prix ce syndrome de la tour d'ivoire dont souffrent beaucoup d'entrepreneurs, dont souffrent beaucoup de boîtes, où l'entrepreneur, c'est à sa vision complètement hors sol, complètement déconnectée de la réalité, où tu as t'as une déconnexion totale entre ce qu'il s'imagine comme étant la réalité de sa boîte et la réalité vécue au quotidien par les équipes. Et nous, c'est absolument totalement ce qu'on combat. Et c'est pour ça qu'on a fait cet atelier-là, qu'on refera très régulièrement autour de nos valeurs, parce qu'on voulait s'assurer qu'il y avait une superposition totale entre ce qu'on va placarder comme étant nos valeurs et en même temps et ce que les gens vivent vraiment au sein de l'expérience Skelésia, et parce qu'on le veut que ce soit une expérience, et ça passe par suspendre son jugement, poser les bonnes questions encore une fois. Et attends, oh là là, bah là... Ouais, tu sais qu'il y a Jules qui m'a fait une attaque sournoise sur Gather. Qui a pu me parler, qui était en mode comme ça. Tu joues à Pokémon Rouge en même temps que l'interview, tu me Exactement. Je te propose qu'on laisse ça au montage. Et carrément, allez, la vraie vie. Et on se fait des attaques sournoises. Et donc vraiment, juste pour finir cette il se passe pas mal de trucs sur Gather, c'est rigolo. Mais pour en revenir, pour finaliser tout ça, moi, mon rôle, c'est un de mes rôles, c'est de m'assurer d'être le moins déconnecté possible. Et vraiment, et c'est le pire truc qui pourrait se produire me concernant, c'est qu'à un moment donné je sois déconnecté et que j'apprenne ce qui se passe dans beaucoup de boîtes, que en fait ça fait 6 mois que je suis complètement hors sol par rapport à la réalité de la boîte, et donc je préviens ça au maximum. Et un des trucs que je mets en place, au-delà de l'écoute, au-delà de ces espaces-là de discussion qu'on crée, c'est de m'assurer de ne pas imposer les choses de façon unilatérale, mais au contraire de plutôt être le garant d'une bonne trajectoire. C'est-à-dire, moi, je suis plutôt là dans les discussions, en tout cas ce que je m'efforce de faire, pour cadrer les choses, mais pas pour les cloisonner. Je suis plutôt là pour dire, écoutez, voilà, regardez, on est en train de prendre ces décisions-là. Est-ce que vous trouvez pas que là, on est en train de dévier un petit peu de telle valeur ? Est-ce que là, vous ne trouvez pas qu'on est en train de rentrer en inadéquation avec le tel de nos partis pris ? Et ainsi de suite. Et m'assurer au final que les décisions soient cohérentes dans leur ensemble. Mais par contre, à aucun moment de dire non, on va faire ça, c'est mort. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas arriver avec mon avis et le défendre. Hein. Mais par contre, mon avis vaut ce qu'il vaut et il est parfaitement contradictible en fait. Voilà. Tu sais, ça me donne envie de faire un espèce de pari, c'est pas un pari plutôt, un pacte sur l'avenir. Un truc qui serait super marrant, c'est qu'on se refasse un épisode quand vous serez next big number, tu vois, genre je sais pas si c'est 50, si c'est 100, parce que ce qui est très intéressant, c'est que je me mets à la place de celles et ceux qui écoutent, j'entends d'ici des gens dire
Ouais, non, mais ils sont mignons, mais ils sont 25. Nous, on est 200, on est 500, c'est un autre délire. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je mets les paris sur la table. Je pense que Scalesia du futur va se poser la question de combien vous voulez être, parce que c'est pas un automatisme d'être 6000. Et je pense que vu que vous vous posez les questions et que vous suivez pas des bonnes pratiques mais des principes, on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça donne des schismes, des choses comme ça? Je ne sais rien. Mais qu'en tous les cas, vous adresserez les questions et les intentions profondes de non-déconnexion, d'horizontalité sur un modèle qui vous ressemble ou que vous irez chercher ailleurs. Et ça sera intéressant à voir parce qu'effectivement, il y a certains principes qu'on vient de voir là. Tu parlais de l'horizontalité plutôt que de la verticalité qui sont mécaniquement moins difficiles à 25 qu'à X centaines de personnes. Mais ça ne change rien aux principes fondamentaux dont tu parlais, quoi. Donc, deal, on se retrouve à prochain milestone. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Le truc, c'est que cette question-là, pour moi, elle est judicieuse. Et pour nous, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Mais par contre, c'est pas du tout un argument en soi pour dire que ça scale pas. Parce que c'est oublier que une boîte qui a toujours fonctionné comme ça, eh ben, nécessairement va apprendre à scaler avec de part et avec ce mode de fonctionnement, en fait. Oui, tout à fait. Oui, ça reste les principes directeurs de la croissance. Ouais. Exactement. Et donc, à partir de là, si tu alignes tout et que c'est ton mode de fonctionnement et que ce mode de fonctionnement, tu le perfectionnes et tu le perpétues sur une échelle de temps donnée, en fait, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Et l'argument sous-jacent de l'entropie, ça tient pas si, encore une fois, tu t'assures de faire les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est de s'assurer de maintenir cette cohésion-là en interne et s'assurer de faire rentrer les bonnes personnes. C'est pour ça qu'on est ultra vigilant dans notre process de recrutement pour s'assurer de faire rentrer les bonnes personnes. Et une des variables clés de notre prise de décision dans nos recrutements, et Louise en parlera mieux que moi, mais c'est le culture fit. Est-ce que les gens sont en cohérence, en fait, se retrouvent dans cette culture-là, dans notre mode de fonctionnement, parce que c'est cardinal pour nous, quoi. Oui. Je vois que Louise acquiesce. Ouais, non, complètement. Et je dirais, au-delà de ça, on parlait de prochains milestones, mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dès le départ dans cette optique-là, c'est que demain, Scalesia est de par ce principe-là, et peut-être qu'effectivement, on se retrouvera non sans effort et qu'on aura évolué sur ce point-là, mais on sera jamais, je pense, sur une boîte à 200, à 300, c'est pas notre ambition non plus. Parce que on veut aussi se donner les moyens de préserver ce qu'on a construit et on a cette conscience aussi qu'effectivement je dirais que à un moment, une communauté qui est énorme, bien que tu puisses y recréer de micro-communautés, je dirais, internes, elle aura moins les moyens, en tout cas, de maintenir tous ces principes, qui ne sont pas que des principes, mais tout de même. Et donc, je dirais qu'au-delà de ça, Scalesia s'applique aussi dans son scale des principes comme celui qu'on a discuté, pendant l'interview. Donc, deal aussi, Louise, rendez-vous pris pour le prochain milestone ? Carrément. Ah, trop bien. Avant qu'on termine cette interview, parce qu'on a les petites questions rituelles de fin d'épisode à voir ensemble, moi j'aimerais bien toujours capitaliser un peu sur le super tandem que vous formez tous les deux. Louise, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux RH qui veulent développer une excellente relation avec leur CEO ? Et Benoît, quel conseil tu donnerais aux CEO pour former un meilleur tandem avec leur RH ? Alors, je dirais que vraiment ça passe par une écoute, mais une réelle écoute partagée et dans un premier temps, si nécessaire, ritualisée, pourquoi pas, pour venir installer aussi les bonnes habitudes. Ça s'adresse peut-être plus particulièrement à des tandems dans des groupes plus importants qui font que les RH ou le CEO sont un petit peu moins dans la disponibilité. Mais vraiment maintenir cette disponibilité, cette écoute et toujours se poser justement la question, les sujets, avoir vraiment cette grille de lecture très holistique et donc
on y revient finalement, faire cet effort de peut-être décomposer un petit peu l'horizontalité, la verticalité, ou pourquoi pas l'utiliser dans des systèmes qui fonctionnent plus comme ça, placer les sujets sur cette grille et trouver les points communs comme on a pu le faire et comme on s'efforce de le faire pour tous nos sujets. Parfois, t'as plusieurs éléments qui vont plutôt être dans la verticalité, d'autres dans l'horizontalité, mais qui se rejoignent finalement, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et voilà, le rôle du tandem et l'effort qui peut être fait parfois, c'est de faire le pont, faire le lien entre ces deux axes, quoi. Nickel. Et alors, pour pas répéter sur la base de ce que tu viens de dire, qui est fondamental, mais vraiment prendre le temps de co-définir ce culture deck, quoi, avec les valeurs, la mission, la vision, la raison d'être, etc. Et les rituels et ainsi de suite. Vraiment, c'est un doc qui change tout. Prenez le temps de le faire et de le faire vivre, mais c'est founders, entrepreneurs, pour cette partie-là, mais comme pour tout le reste, mettez vos égos au placard, quoi. Vraiment, c'est si j'ai un conseil, ce serait celui-ci. Et pourquoi ? Parce que l'ego est fondamental, mais ça devient très très vite même plus qu'un handicap, ça devient un sacerdoce pour une boîte, quoi. C'est et le problème la raison sous-jacente qui fait que les people dans les boîtes, les RH n'ont pas la place qui leur revient, et c'est tout simplement à un moment donné parce que il y a des égos un petit peu trop prégnants, un peu trop présents au-dessus, qui bloquent les choses. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être ils veulent être ceux qui prennent les bonnes décisions, parce qu'il y a un sentiment d'avoir une science infuse, alors que c'est une science il y a pas mal de choses sur lesquelles c'est plus un art qu'une science, et un art qui repose sur une vraie expérience et un vrai bagage de compétences. Et on peut pas être bon partout en tant qu'entrepreneur, en tant que founder. Et donc, accepter à un moment donné que votre incompétence est une opportunité, et entourez-vous des bonnes personnes, et ne laissez pas votre ego en fait verticaliser vos relations. Si vous vous rendez compte que votre relation, la relation que vous avez avec la personne qui s'occupe des people chez vous n'est pas propice à un parler franc, à un parler transparent, si la personne en face ne se sent pas de vous dire les choses telles qu'elles sont, de vous dire que là, à un moment donné, la décision que vous avez prise, vous vous apprêtez à prendre, ça va pas, qu'il y a des problèmes. Si vous vous rendez compte qu'il y a une sorte d'aseptisation en fait de la parole dans votre boîte, a fortiori avec votre people, c'est le plus gros baromètre, en fait, c'est un des plus gros baromètres, nécessairement, c'est un truc qui est transversal à toute la boîte. Et là, c'est le début des grosses galères. Et c'est comme ça qu'on se retrouve derrière avec des entrepreneurs qui ricanent en disant que oui, mais à 200 personnes, ça sera pas la même chose. Oui, mais c'est parce que aujourd'hui, à 200 personnes, ça te semble impossible, et tout simplement parce qu'à 25 personnes, c'était déjà le cas. Et déjà, à 25 personnes, les gens n'osaient déjà pas te dire ce qu'ils en pensaient. Et donc, le truc, c'est que c'est ce différentiel-là, voilà, c'est cette habitude-là qui est délétère que tu as prise, qui fera que demain, si tu veux passer de 200 à 2000 personnes, tu pourras tout simplement pas, en fait. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le coût d'opportunité à ne pas laisser les gens s'exprimer, à ne pas laisser les intelligences fusionner et créer de belles choses, ce coût d'opportunité-là, c'est ça qui te fait à un moment donné stagner, voire même mourir, tout simplement. Et donc, ça serait le plus gros conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs, c'est construisez votre ego, c'est-à-dire sachez ce que vous avez de plus qualitatif à apporter à la boîte, comprenez vraiment ce sur quoi la boîte vous attend, et c'est pas une liste de tâches indéfinie, c'est 2, 3, 4 points clés. Concentrez-vous à 99% sur ces tâches-là, devenez le plus opérant possible sur le sujet, et pour le reste, faites confiance aux gens, et nourrissez-vous de leurs compétences pour monter en compétences au fil du temps. Mais votre ego ne doit servir qu'à ça, en fait. Pour le reste, rangez-le au placard. Vous le voyez pas, mais on a tous les trois les larmes aux yeux.
C'était un moment magique suspendu dans le temps. Non, je suis évidemment 100% d'accord. Amen à tout ce qui vient d'être dit par Louise et Benoît. Je vous propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Où est-ce qu'on vous retrouve ? Eh ben, j'ai envie de dire sur de nombreux médias. Oui, sur partout, oui, une question idiot. C'est aussi la base. Où est-ce qu'on vous retrouve tous les deux ? On veut dire, parce que Scalesia est effectivement un peu partout, mais on veut engager la discussion avec toi, Louise, avec toi, Benoît. On fait ça comment ? Ouais, et ben, je dirais majoritairement sur LinkedIn quand même, et pour l'un et pour l'autre, que ce soit en commentaire sous nos publications ou bien tout simplement par message. Top. L'un, l'autre, qu'est-ce que vous aimeriez recommander comme livre, podcast ou blog aux auditeurs et auditrices ? Vas-y Benoît, parce que je pense que tu vas avoir une liste très très longue et je viendrai juste après toi. Ouais, un ou deux. Hein. C'est pas Black Friday. Hein. J'aurais 2 livres. Pour le recrutement, c'est Who? The A Method for Hiring, qui est pour moi un des livres les plus complets sur la question du recrutement. Et pour la question de la culture et du management, je recommande le livre de Reed Hastings, qui ne me revient pas, dont le titre ne me revient pas. Celui sur Netflix ? No Rules. No Rules, ouais. Ouais, pardon. Qui selon moi, en fait, est le livre le plus avant-gardiste, en fait, sur la question de la culture d'entreprise, et qui, en fait, décloisonne énormément de méconceptions sur ce qui fait la culture d'une boîte. Et preuve par l'exemple avec ce que Netflix a réussi à construire, qui dépasse largement la barre des 200 personnes. Tiens, Thilo, que tu l'as mal pris, ça, Benoît. Non, mais justement, en fait, tu m'as tendu la perche, parce que ça, c'est un truc qu'on entend régulièrement. Et donc, c'est l'occasion, justement, d'y répondre, parce que... Oui, absolument. En fait, le truc, c'est que, justement, moi, je mets aucun ego par rapport à tout ça. J'applique ce que... Donc c'est pas du tout une question d'ego, c'est une question que, en fait, ces pensées limitantes font énormément de mal aux boîtes. Et donc c'est pour ça que je m'efforce dans mon contenu, et qu'on s'efforce dans le contenu qu'on est en train de faire ensemble là, mais on s'efforce d'essayer non seulement de montrer l'exemple, mais aussi de prouver aux gens par la logique et par cet exemple là que en fait ils se posent les mauvaises questions, qui se créent des problèmes, qui se limitent en fait de par ces méconceptions-là, et à un moment donné, juste de trust de process, quoi. Et donc oui, tu peux faire de très grosses boîtes, avec ces principes-là, et au contraire, tu y arriveras d'autant plus facilement. Et si tu m'autorises, Louise, parce que je viens de penser, c'est quand même l'occasion de partager un message qui résonne avec ce que tu viens de dire, Benoît, ou en tout cas un truc que nous on voit, auquel on croit profondément. Faire des organisations qui tuent à plein de monde, les fameuses organisations Opal, de la Louf, à tout ce qui est dans Reinventing Organization, etc. La vérité, c'est que c'est possible, mais que c'est hyper dur. Et je voulais juste en parler par rapport à ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a 2 pensées limitantes qu'il faut casser, dont une que tu viens de donner, qui est non, il n'y a pas le choix. À un moment donné, quand on grandit, il faut que ça devienne militaire, quoi, globalement. Pas vrai. On n'est pas obligé de faire une organisation bleue. Typiquement, je vous renvoie effectivement à Netflix, à Patagonia, à Buffer. Enfin, il y a un certain nombre de contre-exemples. Ceci étant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent Reinventing Organizations et qui se disent trop bien, en fait, parmi les différents choix, je vais faire une organisation Opal, comme ça c'est cool. C'est hyper dur. Mais c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire. Au sens où, de la même manière que c'est dur de faire un produit d'exception, d'avoir un parcours de vente qui tient plus du coaching que du closing sagouin, d'avoir un marketing qui tient plus de produits gratuits que de trucs mal foutus, tout ça c'est dur. Mais c'est pas une raison suffisante pour pas le faire. Donc, amen à ce que vous venez de dire tous les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça, si je peux ajouter encore un petit élément. Bien sûr, à ton tour. On a effectivement conscience que c'est un progrès qui se réalise pas sans effort, et c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Ça prendra du temps, ça prendra des débats, comme le disait Benoît, des combats, mais c'est aussi pour ça qu'il y a un élément qui est assez fondamental, typiquement quand on choisit son CEO aussi, parce que c'est aussi un choix partagé, mais c'est d'aller vérifier l'élément vraiment conviction, intention, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait juste pour correspondre, pour reprendre les mots que Benoît emploie parfois, au player book de l'entrepreneur. On fait ça parce que c'est une réelle intention
Ça fait vraiment partie de notre raison d'être aujourd'hui chez Scalesia que de réussir à hacker ça. Et moi, c'est vraiment la raison pour laquelle aussi je trouve parfaitement ma place au sein de Scalesia, parce que tout ça, on a envie d'y aller. On n'a pas encore réponse à tout, évidemment, mais on la trouvera, et on la trouvera parce qu'on a mis en place les moyens relativement tôt aussi, les bonnes habitudes pour qu'on parvienne à tout ça. Et du coup, tu vas enchaîner avec le partage de ressources ? Allez, et ben du coup, puisque Benoît a pris le parti de partager un petit peu plus des ressources peut-être HR, et pour décloisonner toujours les HR, alors bien que j'écoute beaucoup de podcasts, comme Yaniro d'ailleurs, Lundi au Soleil, j'aime beaucoup aussi, et puis et Player pour la partie RH, je trouve que c'est hyper important et hyper intéressant en tant que HR justement, et quand on a cette ambition aussi de participer d'un modèle un petit peu plus holistique, d'aller écouter typiquement des podcasts du type entrepreneuriaux. Et donc, par exemple, on le cite plus, mais Génération Do It Yourself, ça peut être aussi les jeunes branches. Donc voilà, ça c'est des podcasts, des expériences que j'aime bien aussi, et qui m'acculturent aussi pour pouvoir me rapprocher de plus en plus des curseurs de Benoît, et réciproquement. What's not to love ? On te laisse le micro pour boucler, Louise. Tu connais notre tradition dans ce podcast, on aime beaucoup le passage de flambeau et le témoignage d'affection, d'admiration, l'un ou l'autre public. Si tu étais à ma place, tu aimerais inviter qui ? À qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode ? C'est pas facile, parce que c'est vrai que quand on pénètre un peu l'écosystème startup, on se rend compte qu'il y a toute une communauté qui s'anime autour de nous, et il y a beaucoup de personnes très inspirantes dans ce domaine, je trouve. Mais peut-être, et pour faire honneur au collectif aussi de Scalesia, le collectif de freelance avec lequel on travaille, je citerai Charlène Emery de Talent Catcher, qui, je pense, a très largement hacké l'inbound HR et l'inbound recrutement, et qui serait intéressant. Je crois pas que tu l'aies déjà eu d'avoir sur ton podcast. Non, mais là tu as utilisé tous les mots-clés, quelqu'un que je connais pas, un sujet qui a l'air canon, la personne parmi toutes les personnes que tu choisis. Écoute, je suis complètement convaincu. Charlène, de deux choses l'une. D'une part, tu es bien évidemment la bienvenue. Louise laisse le micro et le casque en partant et te passe le relais. Et d'autre part, ne serait-ce que ça, parmi toutes les personnes que donc Louise a rencontrées depuis le début, apparemment tu es la GOAT. Donc on prend, c'est une bonne manière de le dire. Écoutez, Louise, Benoît, c'était un plaisir de vous avoir. Rendez-vous pris pour X, dans temps plus X, on va dire. Et puis d'ici là, moi je vous dis une bonne journée et puis à la prochaine. À bientôt. Merci pour l'invitation encore, et très bonne journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin.